Démarrage. Bien. Eh bien, bonjour à tous. Merci de votre participation. Je suis juste en train de vérifier si tout va bien, si tout a bien démarré. Hop. Alors, vous êtes à peu près une soixantaine de participants de différentes fonctions, différents établissements. Bienvenue dans ce webinaire autour du paquet AML, AML 5 ou AML 6. On aura l'occasion d'en discuter plus en détail avec Mustapha qui est présent. Je tiens à remercier Mustapha pour son apport. Mustapha va se présenter tout à l'heure, mais qui va nous partager le fruit de la réflexion et tout le travail d'étude autour de ces nouveaux textes qui entreront en vigueur dans les prochains mois. En tout cas, qu'on aura l'occasion de déployer en 2024-2025. Un grand merci à la GES pour l'organisation de ces webinaires. Ces webinaires gratuits. Ça devient maintenant une habitude, en tout cas une réelle implication dans le partage de la formation et de la connaissance au niveau de la place depuis la crise Covid. Rappelons-nous, pendant la crise Covid, l'AFGES a été pionnier du démarrage de la formation gratuite en ligne, en favorisant l'inclusion, le partage, l'échange et la maintenance, en tout cas, le maintien de la formation continue. Merci à l'AFGES. Encore une ou deux petites minutes en attendant les derniers participants et on va démarrer. Alors, AFGES, organisme de formation au niveau de la place depuis plus de 35 ans. Nous intervenons sur plusieurs thématiques réglementaires et prudentielles, historiquement aussi de comptabilité bancaire, parce que fondée par des experts comptables spécialisés dans le domaine banque en particulier, et puis une évolution vers tout le volet réglementaire et prudentiel avec des thématiques aussi bien qui concernent la banque, l'assurance, les sociétés de gestion, les entreprises d'investissement. Une présence en France, en Europe, mais également en Afrique, avec un rayonnement d'intervention au niveau international. C'est le cas de le dire, parce qu'on a eu aussi des interventions au Moyen-Orient. Autour de l'AFGES, donc un nombre d'acteurs, aussi bien dans la partie conseil, le recrutement et la tech, la recherche et développement, des solutions en lien avec nos métiers du contrôle interne. Alors sans plus tarder, je vais demander à Mustapha de se présenter. Mustapha, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Naturellement. Merci Badr. Et puis merci encore une fois pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de participer à de tels événements, surtout sur des sujets qui sont autant d'actualité que le sujet qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, moi, c'est Mustapha Boudizoua. Donc, je suis Head of Compliance, notamment pour la partie qu'on appelle Policy and Oversight. Donc, pour résumer, c'est une équipe qui est en charge de la bonne implémentation et la bonne gestion du dispositif LCBFT, mais pas que, également sanctions, gel des avoirs, et lutte contre la corruption au sein d'HSBC Continental Europe. Donc, Continental Europe qui recoupe au niveau d'HSBC la France et puis 10 filiales et succursales européennes. Donc au niveau groupe, au niveau de l'Union européenne. Et j'ai également en charge la partie relation avec les autorités de supervision locale, en l'occurrence la CPR. Et en parallèle de cela, comme c'est le cas aujourd'hui, j'interviens assez souvent pour des events externes, que ce soit pour l'AFGES, en l'occurrence avec qui j'ai toujours le plaisir de travailler, mais également pour d'autres associations, notamment au titre de ma position de board member au sein de la CAMS. Voilà. Donc encore une fois, c'est un plaisir pour moi de participer à cet événement et j'espère qu'on aura l'occasion de répondre à l'ensemble de vos questions et de donner un petit peu plus de clarification sur cette chimère qu'est le paquet LCBFT européen. Merci beaucoup, Mustapha. Alors, à mon tour, je me présente Badr Waladi, donc associé au sein de l'AFGES et CEO de Mountain Advisory, et en charge, entre autres, de ces thématiques-là de lutte anti-blanchiment au sein de l'AFGES auprès de Béatrice Beaumichel et d'autres collègues spécialistes du sujet.
Alors, je vous rappelle simplement la durée du webinaire. Donc, on est sur une durée d'1h15. On va arrêter à 19h. Il y aura 4 thèmes qu'on va aborder. Les 4 thèmes sont sont très directs en fait, et on va aller droit au but. C'est quels sont les fondamentaux ou les principaux textes qui constituent ce paquet AML, quels sont les points saillants qui ont été remontés lors des différentes réunions de place et qui concernent le volet de déploiement opérationnel, et puis surtout le calendrier de déploiement. Alors, on l'a articulé autour de 4 questions, donc n'hésitez pas, vous aussi, à nous poser vos questions en direct dans le chat. Je vais essayer de les consolider et de les poser au fur et à mesure à Mustapha, mais je pense que comme moi, vous êtes très attentifs à concrètement qu'est-ce qui nous attend. Et donc, on va commencer par la première question qu'on a préparée pour Mustapha. Donc, tout d'abord, pourquoi un autre paquet AML après la 5e directive? On a vu AML 5, AML 4 déjà, puis AML 5 avec son paquet qui était pour nous assez exhaustif. On a été un peu loin aussi dans certaines thématiques comme le volet PPE, la partie actif virtuel ou l'identification à distance et le moyen d'alléger ou pas les diligences lors des entrées en relation à distance. Donc, tous ces sujets-là, pour nous, étaient déjà complets et exhaustifs. Et voilà qu'aujourd'hui, enfin depuis quelques mois déjà, on est à l'aune de l'implémentation d'un nouveau paquet qui comprend des règlements, des directives. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet-là et surtout pourquoi? Mustapha, s'il te plaît, si tu peux nous répondre à cette question. Ouais. Bien sûr, et c'est une question qui est totalement légitime parce que comme tu le notes, Badr, quand on reprend les dernières directives, surtout la 5e et puis la 4e, on se rendait compte dans la lecture de celle-ci qu'on était quand même déjà au plus haut standard en matière d'LCBFT, que ce soit sur la partie Customer Due Diligence, donc la partie plus KYC, que ce soit pour la partie un petit peu plus supervision des autorités au niveau des autorités nationales. Cependant, ce dont on s'est rendu compte, c'est justement qu'on est face à des directives. Et les directives ont vocation en fait à être transposées en droit national au sein de chaque pays, et cette transposition ensuite est supervisée par les autorités nationales elles-mêmes. Et on s'est rendu compte, et à juste titre, et je pense que les exemples ne manquent pas, on a eu le scandale de la Danske Bank avec la banque danoise et sa filière, ou du moins sa filiale en Estonie, donc au sein de l'Union européenne, des gros scandales de blanchiment. Donc si on parle de Danske Bank, si on parle de 200 milliards d'euros qui ont été blanchis au sein de l'Union européenne. On a également eu Pilatus Bank au sein de Malte, encore une fois un gros scandale de blanchiment. Donc on s'est dit pourquoi, en fait, avec une réglementation qui demeure quand même au plus haut standard, on a ce type de scandale qui gangrène de temps à autre, et surtout depuis 5 années, le système économique et financier et bancaire au sein de l'Union européenne. Là, c'est justement parce qu'on est sur une logique de transposition, et la transposition, du moins une transposition d'une directive, elle est du bon vouloir, entre guillemets, des pays en question, des États membres. Donc, si on prend aujourd'hui la France, parce que c'est souvent, à juste titre, surtout pour ce webinaire, l'exemple qui va nous venir en tête, on se dit la France elle a de hauts standards en matière d'LCBFT. Par contre, ce n'est pas forcément le cas de certains de nos pays voisins. Chaque pays transpose un peu comme il le souhaite, entre guillemets, en respectant la lettre, mais pas forcément l'esprit des directives européennes. Et c'est à cause de cela qu'on se retrouve ensuite avec certains pays, qu'on ne va pas faire de name and shame autour de ce webinaire, mais qui sont impliqués ensuite dans des scandales assez significatifs qui viennent ensuite, mettre à mal la légitimité du système financier européen. Donc, si on prend aujourd'hui, par exemple, la France, elle ne va pas du tout transposer de la même manière certaines dispositions, par exemple, sur les KYC au niveau des sociétés qu'en Allemagne, encore moins à Malte, encore moins en Estonie, encore moins en Bulgarie ou en Croatie, ou encore au Luxembourg. Donc, on a vraiment des différences d'interprétation et de transposition de ces mêmes directives au sein de l'Union européenne. Et c'est un secret pour personne. Si aujourd'hui on prend la dernière, ou du moins les 2 dernières plénières du GAFI, on l'a bien vu. On a vu qu'il y a eu la Bulgarie, on a eu la Croatie, donc 2 États membres de l'Union européenne qui ont été rajoutés à la liste grise du GAFI. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, du moins le GAFI lors de ses évaluations mutuelles, s'est rendu compte qu'il y avait quand même des failles significatives
au sein des systèmes financiers des pays en question. On a eu Malte également qui est resté sur liste grise pendant 1 an. Et à côté de cela, on a des pays au contraire qui sont au plus haut standard, comme la France, quoi qu'on en dise, le Luxembourg également a eu de très bons résultats lors du dernier rapport qui a été publié, et d'autres pays qui sont un petit peu plus exotiques. Donc voilà, la raison principale, c'est de se dire, on va essayer d'homogénéiser tout ça. Si aujourd'hui on a des scandales au sein de l'Union européenne, c'est parce que chaque pays transpose un peu comme il le souhaite. Donc on va plutôt passer d'une logique, et ça on le verra je pense dans la question suivante, on va passer d'une logique de directive à une logique de règlement qui serait directement applicable à l'ensemble des États membres pour essayer de limiter ou du moins même de supprimer ces différences d'interprétation et de transposition au sein des différents États membres de l'Union européenne. Et vu que derrière, il ne suffit pas juste d'avoir un texte sur du papier qui soit au plus haut standard, on va essayer de centraliser aussi la supervision. Donc on ne va pas uniquement se baquer sur des autorités nationales, mais on va également créer une sorte de superviseur, une sorte d'équivalent ACPR au niveau de l'Union européenne, pour s'assurer qu'on a une coordination, qu'on a une homogénéisation, et voire, on le verra également un petit peu plus tard, une supervision de certaines institutions financières en direct au niveau centralisé par cette autorité qui fait bonne presse depuis un certain moment, qui est l'AMLA, qui n'est pas encore créée, on ne sait toujours pas où elle sera située, mais qui aura vocation justement à superviser et homogénéiser tout ça au niveau de l'Union européenne. Voilà. Ok, mais alors Mustapha, on n'a pas préparé l'événement, hein, je tiens à le souligner à tous les participants, pour que chacun joue vraiment son rôle. Alors je vais jouer mon rôle à la fois de modérateur et de compliance officer ou de directeur général qui voit en France, qui voit pratiquement tous les 2 ans maintenant ou 3 ans un paquet réglementaire. Et donc, est-ce que justement avec le GAFI, c'est pas de la double peine? Puisque finalement, le GAFI, son rôle, c'est bien là, c'est d'aller évaluer les pays. Pourquoi est-ce qu'en Europe, on s'auto-sanctionne encore de nouveau avec de nouveaux textes et comme tu le sais, pour les petits établissements, on travaille beaucoup avec des petits établissements et on voit que c'est quand même pas simple de transposer. À peine on est sorti d'un texte, qu'il y a un nouveau qui arrive, il n'y a pas que les textes de lutte anti-blanchiment, hein. Il y a d'autres sujets réglementaires, DORA, IRBB, risque de taux, risque de levier, toute la finalisation de transposition de Bâle 3. Est-ce que ça n'en fait pas beaucoup pour les établissements? Alors, j'aime beaucoup cette expression d'inflation réglementaire. C'est vrai qu'on est dedans, mais je pense que pour la partie LCBFT, encore une fois, en se dégageant un peu du périmètre franco-français et en se mettant au niveau de l'Union européenne, c'était quelque chose qui était assez nécessaire. Parce qu'on a toujours eu des directives, on a toujours eu des hauts standards. Par contre, on a toujours eu, entre guillemets, des mauvais élèves au sein de l'Union européenne. Et on sait très bien qu'avec la libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne, une fois que c'est dans un pays membre, ça peut facilement rejoindre l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Donc, il y a une... Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, je pense que c'est vrai que c'est assez conséquent. Bon, il y aura du temps, hein, naturellement. On verra également, on discutera un petit peu plus tard le calendrier. C'est pas pour demain, c'est-à-dire les textes entreront en vigueur plutôt sur 2026. Hein, c'est ce qui est prévu. Donc ça laissera un peu de temps pour se préparer. Idem pour l'AMLA, la sélection des entités en direct sous la supervision de cette future autorité dont on ne sait toujours pas où se situera le siège. Ce ne sera pas pour les petits établissements, ce sera pour des établissements qui répondent à certains critères de seuil et de risque qui entreront directement sous ce périmètre. Pour en revenir à ta première question, le GAFI, son rôle, du moins dans le cadre des évaluations mutuelles, c'est centré uniquement sur les 40 recommandations. Mais le GAFI n'a pas ce rôle de sanction, c'est de la soft law, c'est vraiment de la soft law. En fait, les recommandations du GAFI, elles sont censées être ensuite reprises, si on veut, dans les directives européennes, demain dans le règlement européen, qui sera ensuite renforcé. Mais il n'a pas ce rôle de supervision et de contrôle. Là, on fait des missions, on s'assure, etc., que tout va bien. Et ensuite, on donne une sorte de note à la fin, ou alors on choisit de lister ou non des pays. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, on l'a bien vu, c'est-à-dire le GAFI est venu contrôler certains pays dans le cadre de ces évaluations mutuelles au sein de l'Union européenne et s'est rendu compte à juste titre qu'il y avait des mauvais élèves. Si on reprend les 2 dernières plénières,
pourtant post-transposition de la 5e directive, que ces pays-là étaient censés transposer en droit local. On a quand même eu la Croatie, on a eu la Bulgarie qui ont fait leur entrée dans la liste grise. De juin 2021 à juin 2022, on a également eu Malte, après un gros scandale d'ailleurs, qui est celui de la Pilatus Bank, qui avait fait son entrée au sein de la liste grise, ensuite, qui est sorti un an après avoir changé significativement sur l'année 2022 son cadre réglementaire. Et donc la réponse, pardon, ouais. La réponse européenne, c'est au lieu de peut-être sanctionner ces pays-là, parce que là, comme tu le dis, souvent la France, c'est le bon élève, où elle fait partie des bons élèves. On lave même parfois plus blanc que blanc. On a beaucoup d'établissements bancaires qui, notamment de petite taille, qui des fois réfléchissent à partir s'installer ailleurs parce qu'ils se disent c'est trop compliqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas, alors c'est une question peut-être politique et après on reprend directement dans l'enjeu du paquet réglementaire, mais pourquoi est-ce que au lieu de remettre sur le tapis un énième paquet réglementaire, pourquoi est-ce qu'il n'y ait pas de sanctions directement à l'encontre des mauvais élèves par l'Union européenne? Alors l'Union européenne n'a pas cette capacité. C'est-à-dire aujourd'hui, si on prend le BA, si on prend la BCE, elle n'a pas ce pouvoir de sanction au niveau, j'allais dire, de la partie LCBFT. Bon, je mets une petite parenthèse, la BCE peut décider aussi de retirer la licence d'un établissement, comme elle l'a fait d'ailleurs dans le cadre de Pilatus. Mais il n'y avait pas d'autorité réellement, mis à part le BA, mais qui n'a pas cette capacité de sanction et de supervision en direct que l'AMLA est censé avoir demain, sur les sujets LCBFT. On s'est vraiment rendu compte, encore une fois, je suis totalement d'accord avec toi, ça fait beaucoup, ça va être assez lourd, ce règlement va être assez lourd, et puis je pense qu'on rentrera ensuite dans les détails de son contenu, ou du moins dans certains détails de son contenu, sinon on y passera la nuit. Je pense que cette homogénéisation, elle était nécessaire. La logique de directive, après la première en 91 jusqu'à la dernière qu'on a transposée nous récemment en droit français en 2020, on s'est rendu compte que malgré un contenu qui était quand même élaboré, il y avait quand même des gros trous dans la raquette. Voilà. Au niveau de l'Union européenne, il y a des gros trous. On a parlé de Malte, on a parlé de la Croatie, de la Bulgarie, ce ne sont pas les seuls. On a des voisins qui ne sont pas si éloignés que ça, qui dans certains aspects, d'un point de vue customer due diligence, moi je le vois assez bien d'ailleurs pour superviser un peu les différents pays membres de l'Union européenne, où il y a certaines dispositions qui ne collent pas avec les hauts standards, ou du moins certains standards qu'on peut avoir en France. Donc c'était un mal nécessaire, je pense. Je pense que il faut harmoniser tout ça, il faut homogénéiser tout ça. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Passer par une logique de règlement, comme ce qu'on peut avoir par exemple sur les sujets de sanctions ou de gel des avoirs au niveau européen, pour s'assurer qu'il n'y a pas de gap et il n'y a pas de fausse concurrence entre guillemets de certains pays voisins. Il faut qu'on soit tous sur les mêmes standards si on veut réfléchir au niveau de l'Union européenne. Alors, on ne pouvait pas y échapper, je pense, à un moment ou à un autre. Très bien, ça me fait penser au fameux arrêt d'une cour de cassation, je crois, où, sur le fait de ne pas respecter la réglementation en matière de lutte anti-blanchiment est considérée comme une concurrence déloyale. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, effectivement. Bon, ok. Donc, la réponse à la première question, c'est au niveau européen, l'objectif est d'harmoniser, de standardiser les réglementations et de s'assurer qu'au niveau au moins de toute l'Union européenne ou l'espace économique européen, qu'il y ait les mêmes textes applicables de la même façon et qu'on réduise cet écart possible au travers des transpositions des directives. Très bien. Tout à fait. Alors, s'il n'y a pas de questions sur la première partie, qui nous a permis aussi d'attendre les derniers participants, on va attaquer directement le vif du sujet. Alors, quel est le contenu en synthèse de ce nouveau paquet AML 6? Alors on l'a évoqué assez grandement pour deux dispositions, on va dire. Donc, le texte le plus impactant, qui sera le plus impactant pour les établissements assujettis, c'est naturellement ce règlement européen. Donc c'est ce qu'on appelle la MLR, donc Anti-Money Laundering Regulation, donc qui sera un règlement d'application directe au sein de l'ensemble des États membres. Donc
plus de logique de transposition. Une fois qu'il sera validé, entre guillemets, on lui laissera jusqu'à 2026 avant d'entrer en vigueur formellement. Donc tous les établissements assujettis en 2026. Hein, si le calendrier ne change pas, il évolue assez souvent depuis la présentation du premier draft en juin 2021. Donc tous les établissements auront, j'allais dire, comme consigne d'être alignés à l'ensemble des dispositions de ce règlement et potentiellement des lignes directrices que l'AMLA aura vocation à créer ultérieurement également. Donc c'est le texte le plus impactant. Ça va couvrir toutes les dispositions CD, KYC, identification, vérification de l'identité, les logiques déclaratives, toute la partie obligation de vigilance qu'on avait l'habitude de trouver dans les directives et qui était ensuite transposée en droit local seront couvertes par ce règlement européen. À côté de cela, donc c'est là où il y a eu un peu de confusion au sein de la place ou dans certaines présentations qui ont eu pu faire. En parallèle, on a également une 6e directive qui sera mise en place. Donc c'est le deuxième texte. Cette 6e directive, à ne pas confondre avec les 5 directives précédentes, aura vocation en fait à couvrir tous les sujets autres que CDD KYC qui étaient préalablement, ou du moins par le passé, couverts par la 5e directive. Et notamment les logiques de supervision, donc comment est-ce que les autorités nationales doivent superviser leurs entités assujetties, les échanges d'informations entre CRF et puis autorités nationales compétentes. Voilà, donc ce texte-là est à mon sens un peu le moins impactant pour les entités assujetties, parce que ça se focalise avant tout sur les autorités de supervision, les CRF, les autorités nationales compétentes. On n'est pas sur la partie KYC. Ensuite, on a ce règlement qu'on appelle l'AMLAR, donc le règlement instituant l'AMLA, donc la création de l'AMLA, donc qui donne un peu les différents contours de cette nouvelle autorité. Donc encore aujourd'hui, et je pense qu'on en discutera un petit peu plus tard, il y a encore beaucoup de questions et de points de clarification qui restent toujours ouverts au niveau des institutions européennes. Par contre, il y a certains critères où on a beaucoup plus de visibilité, où on sait comment est-ce que ça se déroulera. Donc, combien d'entités seront supervisées par l'AMLA, par exemple, les critères de sélection, au moins pour le premier cycle, les pouvoirs de sanction, parce qu'il y aura également des pouvoirs de sanction, les autres missions qui lui sont associées, donc par exemple le renforcement de la coopération entre les CRF, les modalités de supervision, s'assurer d'être le point de coordination entre les différentes CRF, les logiques de surveillance des entités assujetties, des missions de ligne directrice également, qui sera l'une grosse mission qu'aura l'AMLA. Donc voilà, ça c'est un peu un règlement qui vient définir les contours, les missions, les rôles de cette nouvelle autorité. Alors, ensuite, on a un dernier texte. Oui. Vas-y. Je te laisse alors, le dernier texte est le moins impactant pour les établissements bancaires. Et d'ailleurs, c'est le texte qui a été finalisé. C'est le premier qui a été finalisé. Donc, c'est la revue du règlement 2015-847 sur les transferts de fonds. C'est un peu toutes les informations qui accompagnent les transferts de fonds qui étaient initialement couverts par le 2015-847, donc le règlement européen 2015-847 sur la nécessité de documenter le donneur d'ordre, le bénéficiaire, l'adresse du bénéficiaire, le numéro de compte, etc. On a eu cette même logique transposée, entre guillemets, ou du moins appliquée au VASP, donc au Virtual Asset Service Provider, ce qu'on appelle les PSAN en France, donc les prestataires de services en actifs numériques, qui auront donc l'obligation, à partir de décembre 2024, c'est-à-dire le règlement entrera en vigueur en décembre 2024, eh bien de renseigner sous la même analogie que ce qu'on peut faire sur les prestataires de services de paiement, les informations accompagnant les opérations de transfert crypto to crypto. Voilà, donc avoir l'identité du donneur d'ordre, du bénéficiaire, etc. Voilà, ça, c'est les 4 textes fondateurs du paquet de CBFT européen. Si je résume bien, on a 4 textes. Le premier, c'est le plus structurant. C'est celui auquel il va falloir qu'on fasse très attention. C'est le règlement AML. On est d'accord? C'est celui qui va remplacer toutes les directives qu'on avait par le passé. On avait des directives qui devaient être transposées en droit local. Donc là, pour le coup, on va avoir un règlement. Ce règlement-là sera d'application directe. Il couvrira toutes les obligations qui incombent aux assujettis, notamment en matière de KYC, de due diligence, de toutes les déclarations de soupçons, etc.
Ok. Ensuite, on va avoir une directive, et là, selon ce que tu nous expliques, elle va plutôt porter sur le rôle de la supervision des autorités locales et de l'organisation au niveau national de chaque pays. Tout à Euh, fait. ok. Ça va être toujours en directive, puisque chaque pays, en fonction aussi de sa souveraineté, va avoir une Exactement. possibilité de transposition locale. On aura un Tout à fait. troisième texte qui, lui, va encadrer le rôle de la future autorité. D'ailleurs, on a une question à ce sujet-là. Et donc, qui va encadrer donc le rôle de la fameuse AMLA, qui va Tout arriver à fait. bientôt. Et on aura donc un quatrième texte sur le volet PSAN, sur l'encadrement des échanges entre les actifs numériques, entre les acteurs des actifs numériques par rapport à ces Tout à transactions. fait. Très bien. Tout à fait. Alors, En fait, ce règlement a déjà passé tous les volets, en fait. Donc, ok, aujourd'hui, il a été renommé, entre guillemets, il a été mis à jour. Donc, c'est le 2023-11-13, le règlement 2023-11-13, qui vient oui, donc compléter le 2015-847 sur le transfert de fonds en y ajoutant, ou du moins en oui, l'étendant, aux actifs numériques. Ouais. oui. Alors, justement, je vais reprendre une question de l'assistance. Il y a Yves qui nous pose une question. Quid du rôle de la CPR désormais? ACPR Alors, ou autre autorité, BNB en Belgique, Banque d'Espagne en Espagne, DNB aux Pays-Bas. Donc chaque autorité locale, maintenant avec l'arrivée de l'AMLA, comment est-ce que cela va s'articuler concrètement? ouais. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus, notamment celle de savoir si les autorités de supervision nationale continueront d'exister naturellement. Oui. Alors, le but de l'AMLA n'est pas de remplacer les autorités nationales. C'est un peu ce qu'on a pu voir après avec, j'allais dire, la crise de 2008 pour la partie plutôt prudentielle, avec la mise en place de JST entre la BCE et puis les autorités nationales, Oui, les MSU ou autres. Voilà. On aura un peu la même chose du côté LCBFT. D'ailleurs, je le mettrai dans le chat. Il y a d'ailleurs une publication qui est tombée ce matin même sur l'AMLA, hein, pour revenir repréciser et confirmer certaines choses qu'on avait vocation à se dire lors de ce webinaire. L'objectif de l'AMLA est de travailler en collaboration avec les autorités nationales. Voilà. Et uniquement, d'accord, dans cette partie supervision, uniquement pour les établissements qu'elle aura vocation à superviser directement, en collaboration avec les autorités nationales. Donc, il ne faut pas penser que l'AMLA aura vocation à superviser l'ensemble des établissements au sein de l'Union européenne. On parle pour le premier cycle, donc qui durera, je pense, 4 ans, hein, quelque chose comme ça. De mémoire, c'est 4 ans. On parle d'une quarantaine d'établissements. 40 établissements qui seront supervisés par l'AMLA. Ensuite, les contours, on ne les connaît pas encore. Est-ce que ce sera au niveau groupe que la supervision se fera? Est-ce que ce sera également une supervision des filiales de ces établissements-là en question? Donc la logique voudrait que tout se fasse au niveau groupe naturellement, mais ça reste encore à clarifier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a mis en place, ou du moins on a publié officiellement d'ailleurs encore une fois ce matin, le chiffre de 40 établissements sous supervision directe. Donc ça va être une collaboration avec les autorités nationales. Donc la CPR travaillera, continuera son rôle d'autorité nationale compétente, de sanctionner, de superviser, d'inspecter les établissements, sauf qu'en plus de cela, on aura également ce mécanisme au niveau européen qui viendra compléter le dispositif national avec une supervision et un pouvoir de sanction des inspections au niveau de cette nouvelle autorité européenne. Pardon, une question qui me vient à l'esprit. Euh, cette autorité, AMLA, va aussi avoir un pouvoir de sanction. Tout à fait. Aujourd'hui, lorsque une autorité locale sanctionne, cette amende-là, elle est payée à l'autorité locale. Je ne me suis jamais posé la question de qu'est-ce qui est fait de cet argent-là, mais je suppose qu'il contribue aux frais de fonctionnement de l'autorité locale. Mm-hmm. Eh bien, demain, si cet argent-là va à une autorité européenne, comment ça va fonctionner en fait entre entre l'autorité Alors, locale et l'AMLA? Il ne va pas y alors avoir une j'avoue que concurrence? non, alors déjà, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que l'autorité, enfin, les pouvoirs de sanction seront assez, d'un point de vue pécunier, seront un petit peu plus limités que ce qu'on a par exemple aujourd'hui au niveau de la CPR. Alors de mémoire, et je pense que c'est aussi ce qui va être validé au final, l'AMLA aura un pouvoir de sanction qui ira jusqu'à 2 millions d'euros d'amende, ou alors, c'est toujours le même seuil qu'on reprend d'ailleurs, qui cale assez bien au seuil français, 10% potentiellement du chiffre d'affaires consolidé du groupe.
Ensuite, l'utilisation des fonds, j'avoue, et je ne sais pas non plus reflété dans le règlement instituant l'AMLA, je pense que ça ira dans les caisses, entre guillemets, des instances européennes. Il y a très peu aujourd'hui d'autorités de supervision, surtout au niveau de l'Union européenne, mais également en France, qui détaillent le dispatch qui peut être fait, des fines qui sont des amendes qui sont prononcées. Ça, on le retrouve surtout du côté US, où par exemple, si vous prenez l'amende Binance ou d'autres amendes par le passé, vous avez un clair dispatch d'où va l'argent, mais exactement, quasiment au dollar près. Ça, on ne le retrouve pas forcément au niveau des instances européennes. Tout ce que je peux, et françaises. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, naturellement, ça viendra alimenter certainement le budget de l'AMLA, parce que ça coûtera assez cher de faire fonctionner cette nouvelle autorité. Ok. Alors, on a aussi une question. Est-ce que l'AMLA aura pour rôle de superviser les superviseurs locaux? Oui. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par superviseur locaux, c'est-à-dire elle ne va pas sanctionner la CPR naturellement, mais par contre, elle a vocation à les supporter. C'est-à-dire elle a vocation à les former également, elle a vocation à s'assurer que tout va bien, entre guillemets, à créer justement cette homogénéisation qui est recherchée à travers ce paquet LCBFT, mais elle n'aura pas vocation naturellement à aller les sanctionner. C'est un peu elle aura un peu le rôle qu'a aujourd'hui un peu l'EBA, l'autorité bancaire européenne, avec ses collèges de superviseurs ou alors ses dispositions au niveau LCBFT. Et d'ailleurs, si on reprend le rapport annuel de l'EBA qui a été communiqué, me semble-t-il, c'était en février ou en mars de cette année, si je ne dis pas de bêtises, elle avait d'ailleurs précisé justement que l'AMLA aura potentiellement vocation à reprendre ces missions-là qui étaient gérées par l'EBA. L'AMLA aura vocation potentiellement à les reprendre. Voilà. Ce qu'on retrouve au niveau de l'EBA se retrouvera au niveau de l'AMLA demain. Alors, je vois aussi qu'il y a une question super intéressante qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui sur la place, celle d'Yves, sur les lignes directrices. Et la réponse est oui. Oui. Alors, il y a tout un sujet, des sujets de discussion. On parle de potentiellement une cinquantaine de textes de niveau 2 qui seront institués par l'AMLA. Voilà. Ce qu'on appellera les RTS ou Exactement, les guidance et les RTS, guidance et RTS, tout à fait. Et la vraie question qui se pose encore aujourd'hui, c'est que deviendront les lignes directrices au niveau local, qui constituent quand même un grand pan de notre dispositif LCBFT, de notre corps procédural, de nos politiques. Alors certainement, vu que la réglementation a vocation à changer, ces lignes directrices auront certainement aussi vocation à devenir caduques. Ça ne veut pas dire que les autorités nationales ne pourront pas, à leur niveau également, constituer de nouvelles lignes directrices qui auront vocation à aller plus loin que le règlement de l'AMLA, que les règlements AMLR et des lignes directrices de l'AMLA. Et bien, par contre, ce sujet de caducité se pose réellement. Voilà, donc parce que demain, une des missions clés de l'AMLA, en plus de son rôle de supervision, son rôle de contrôle et son rôle de sanction et de coordination, ce sera également son rôle de conseil et son rôle de produire des RTS et des guidelines. C'est un rôle significatif. Et le dernier chiffre que j'ai en tête, qui a été d'ailleurs, pour celles et ceux qui avaient participé à la dernière conférence annuelle de la CPR, c'est un chiffre qui avait été évoqué, c'est le chiffre de 50 textes de niveau 2 au niveau de l'AMLA. Voilà. Ok. Alors, une question de Sophie, peut-être un peu technique. Y aura-t-il des droits de contre et contributions pour les frais de contrôle, comme c'est le cas pour la CPR, par exemple? Possible. Ça n'est pas détaillé, mais certainement oui. Parce que derrière, l'AMLA doit fonctionner. Et l'AMLA fonctionnera justement. Possible, ou alors une remontée directement via les autorités locales dans un pot commun. Exactement, mais ça a été évoqué, ça a été discuté, certainement oui, ce sera le cas. Chaque État devra contribuer aux frais de fonctionnement de l'AMLA. Ensuite, d'où proviendront ces fonds directement, ça n'a pas été clarifié, mais en tout cas, ça sera des contributions des États membres, ça c'est une certitude. Alors, je sais, Moustapha, que tu interviens dans le cadre de plusieurs réunions de place avec les différentes associations dans le cadre de la lecture de ces textes-là, de leur préparation. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, le but central de ce webinaire, c'est d'avoir des éléments concrets. Quels sont les points d'évolution? On a parlé de ce nouveau texte AMLR, qui va être le texte fondateur, le texte qui régit tout le dispositif. En quoi, quelles vont être les nouveautés?
Par exemple, Alors, il va y avoir des changements significatifs pour les PPE, pour la gestion des bénéficiaires ouais. effectifs, pour les due diligence. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus compliqué, de plus dur encore avec ces Alors, nouveaux textes? là, il y a des nouveautés. La France, elle a quand même la chance d'avoir, entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets là-dessus, hein, Oui, ça peut paraître un peu ironique. Elle a déjà quand même la chance d'avoir une réglementation qui est assez aboutie, des lignes directrices qui sont assez oui. abouties, et déjà assez complexes et élaborées pour qu'il y ait énormément d'impact au niveau de ces nouvelles publications. Pourtant, il y en a. Alors déjà, d'une part, pour les évaluer, il ne faut pas uniquement s'arrêter au niveau du draft qui a été communiqué en juillet 2021. Pourquoi? Parce que derrière, il y a eu énormément de discussions au niveau du Conseil, au niveau du Parlement, et d'ailleurs aujourd'hui, on est sur le trilogue, hein, c'est-à-dire que la Commission échange avec le Parlement et le Conseil pour aboutir à une version définitive. Donc si on prend le texte initial et si on prend les amendements qui ont été proposés par le Conseil et les amendements qui ont été proposés par le Parlement européen, on peut dégager certaines tendances. Alors, je n'ai pas vocation naturellement à toutes les couvrir, hein, mais je peux en citer quelques-unes. Par exemple, il y a une disposition, c'est l'article 21, me semble-t-il, du règlement, quelque chose comme ça, qui demande à ce que les revues périodiques, des refresh de KYC, hein, c'est-à-dire on a Oui, tous un des sujet fréquences de clé. revues périodiques qui sont en place. Hein. Un sujet douloureux pour les établissements, à la revue. Exactement, Hein. exactement. Donc, on ne pourra pas faire de revues périodiques au-delà des 5 ans, même pour les low risques. C'est comme ça que c'est formulé dans dans le package. Ça n'a pas été, voilà, je pense que ça ne changera pas, même si au niveau de la Fédération bancaire européenne, il y a eu, via la Fédération bancaire française également, on a essayé d'avoir une sorte de pushback pour élargir à 7 ans. Il est fort probable que la logique des 5 ans soit retenue. Ça voudra dire que tous les établissements qui avaient l'habitude de revoir leurs clients à risque faible, à risque standard, c'est l'appellation qu'il faut utiliser, à risque standard tous les 7 ans, voire tous les 10 ans, et il y a des établissements qui le font, aujourd'hui au sein de la place française, devront raccourcir ces délais-là et passer à 5 ans maximum. Donc, ce qui demandera quand même voilà, certains moyens humains et financiers donc, qui vont avec pour pouvoir répondre à ces nouvelles exigences. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, qui est celui qui a suscité le plus d'émoi au sein de la place, et pas uniquement en France, c'est pas uniquement la FBF, hein, c'est au sein de tous les États membres, tout comme le premier d'ailleurs le premier point que j'ai pu évoquer, c'est l'abaissement potentiel, ça a été proposé par le Parlement européen, l'abaissement du seuil d'identification des bénéficiaires effectifs. Aujourd'hui, si on prend l'ensemble des États membres, hein, au sein de l'Union européenne, y compris la France, on a un seuil qui est fixé à 25%, strictement supérieur à 25%. À 25% plus une part, on doit procéder à l'identification et la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs. Le Parlement a proposé d'abaisser ce seuil à 15%, Wow. voire à 5%, pour certaines entités qui sont considérées comme étant risquées. Par exemple, les industries extractives, voilà, tout ce qui est matières premières, qui sont des activités qui peuvent être à juste titre plus sensibles d'un point de vue LCBFT, et notamment blanchiment de fruits de la corruption. Donc on pourrait même baisser à 5% le seuil d'identification des bénéficiaires effectifs. Accompagné d'exigences supplémentaires sur les KYC entre guillemets des bénéficiaires effectifs, ça sera assez significatif pour la partie KYC, hein, toutes les équipes KYC au sein des établissements, de répondre à ces nouvelles dispositions. Que celle qui est la plus impactante, à mon sens, c'est vraiment, et si elle est retenue, c'est vraiment cet abaissement du seuil d'identification des bénéficiaires effectifs. D'autres amendements ont été proposés, et je pense que ce n'est pas un hasard si tu as cité également les PPE, parce que c'est également un sujet de discussion, c'est l'élargissement de la définition des PPE. Voilà. Même si aujourd'hui, dans les établissements financiers, il y a certaines fonctions qu'on considère comme étant PPE parce qu'elles posent un risque, j'allais dire, d'un point de vue corruption, et là je pense au maire ou au préfet de grandes villes, hein. Dans nos procédures c'est comme ça que c'est formulé, par contre ça n'est pas une exigence réglementaire. Si vous prenez le versant 61-18 du Code monétaire et financier, les maires et les préfets ne sont pas des PPE, ne répondent pas à la définition des PPE. Certains amendements proposés, d'ailleurs l'amendement proposé par le Parlement européen était d'élargir cette définition, pour y inclure également
les maires, les préfets, ce qu'on appelle les locaux en fait, au niveau local, de villes de plus de 30 000 habitants. Et en plus de cela, il y a également une extension des sujets de contamination PPE, ce qu'on appelle les contagions PPE ou PPE connectés, tous les établissements un peu ou associés PPE, tous les établissements un peu leur appellation, pour également y inclure les liens de deuxième degré, de second degré. Donc les frères et les sœurs de PPE devront également faire l'objet de mesures de vigilance renforcées et complémentaires au titre de ces amendements qui ont été proposés. Voilà, ce sont des exemples. Il y en a d'autres. Alors, je pourrais facilement vous les communiquer si besoin. Si l'auditoire est intéressé, on pourrait en On est, communiquer on est, on est, quelques-uns. Hein. on est fortement intéressé. Euh, et surtout que là, alors, sur le premier exemple que tu as donné, Mustapha, à la limite, ce n'est pas choquant. Hein. Je parle aussi sous contrôle de l'ensemble de l'auditoire. Le fait qu'on nous dise pour les low risques, vous ne pouvez pas aller au-delà de 5 ans, 7 ans, 10 ans, déjà, ça me paraît quand même assez élevé comme fréquence. Maintenant, on reste à voir dans les modalités. Est-ce qu'on aura des RTS bien précises? Parce que là, aujourd'hui, la difficulté dans la partie revue des dossiers clients, l'actualisation, ce n'est pas tant la fréquence de revue, c'est qu'est-ce qu'attend le régulateur en matière d'actualisation. Alors, il est vrai que la CPR a publié les dernières lignes directrices sur l'identification, l'actualisation, qui, à mon sens, plutôt claires et qui relèvent du bon sens, bien que dans leur interprétation, des fois, certains inspecteurs peuvent avoir une lecture beaucoup plus stricte, beaucoup plus rigide, je dirais, que ce qui est opéré dans les établissements. Mais avec une bonne procédure interne, une bonne politique interne, ça peut permettre de lever tous les éléments de doute. Mais là, effectivement, à 5 ans au lieu de 7 et 10, ça me paraît gérable si on intègre des solutions automatisées et autres. Maintenant, sur la partie bénéficiaire effectif, franchement, j'espère que les gens qui nous représentent ou qui représentent la place négocient bien pour nous. Je ne sais pas si toi, t'en fais partie, mais déjà à 25%, c'était compliqué pour certains. À 15 à 5%, je ne vois pas l'utilité. Enfin, à 5%. Ouais, ça a été un grand challenge en fait. Ouais. La négociation c'est également élevé au niveau de la fédération bancaire européenne, parce qu'au niveau local, on ne peut pas toujours faire grand-chose face à la Commission, au Parlement. Donc, les sujets ont été portés, hein, avec les arguments. Hein, encore une fois, si on prend la définition du bénéficiaire effectif, fort heureusement, on ne s'arrête pas uniquement à une logique de seuil. C'est-à-dire un bénéficiaire effectif, c'est certes quelqu'un qui détient un certain pourcentage des parts ou des droits de vote, mais également qui détient un pouvoir de contrôle par un tout autre moyen sur la société. Donc, c'est ce qu'on a essayé de jouer auprès de ce que la fédération bancaire a essayé de jouer auprès des instances européennes pour lui dire la logique de seuil en soi elle est que partielle. Il y a également une autre logique et celle du contrôle. Donc si une personne détient le contrôle, on va également la considérer comme bénéficiaire effectif, quelle que soit la proportion de capital ou de droit de vote dont elle dispose. Pour en revenir à la partie revue périodique, alors pour les low risques, même si les plus petits établissements en général tournent autour de 3-5 ans pour leur clientèle low risque. Les grands établissements avec la volumétrie qu'il y a à gérer, parfois c'est des millions de clients qu'il faut gérer, on était plus sur du 7 ans et parfois même un petit peu plus. Il y a certains établissements qui peuvent même avoir jusqu'à 10 ans pour les low risques parce que derrière, il y a également d'autres process qui existent qu'on appelle les événements déclencheurs ou les trigger events, un peu comme on le souhaite. Mais ça va être très impactant pour ces grands établissements. Ouais. Ceux qui ont une grosse volumétrie de clientèle low risque à gérer, ça va être très impactant au niveau des process de revue, etc. Juste peut-être, même si c'est une petite parenthèse, la revue périodique, comment est-ce qu'il faut la considérer? Une revue périodique, c'est uniquement une sorte de voiture-balai. Parce que la réglementation, dans tous les pays, considère que l'actualisation, ou du moins la vigilance, doit être constante. Donc, en gros, par rapport aux opérations qui transitent par les livres, par les comptes du client, on doit avoir une connaissance qui est actualisée. Et cette actualisation, elle est contrôlée, ce n'est pas une finalité en soi, elle est contrôlée par la revue périodique derrière, qui est définie à une fréquence suivant une approche par les risques par chaque établissement. En France, on est assez bien loti, mais par contre, dans d'autres pays, c'est un petit peu plus compliqué, parce que si vous prenez par exemple Malte ou d'autres pays européens, il y avait cette possibilité d'actualiser sur base de trigger events.
Il n'y avait pas besoin de faire de revues périodiques. Alors pour eux, ça va être encore pire demain, parce qu'ils vont devoir formellement effectuer des revues périodiques en bonne et due forme, documentées, qui répondent donc certainement, il y aura des lignes directrices sur le sujet, des RTS sur le sujet, qui définiront les contours de ces revues périodiques qui, à mon sens, seront assez proches de ce qu'on avait aujourd'hui en droit français, notamment reflété dans les lignes directrices de décembre 2021 auxquelles tu faisais référence, Badr. Alors, juste pour pas perdre le fil, il y a un certain nombre de questions, commentaires Ouais. sur les PEP, sur les bénéficiaires effectifs. Mhm. Bien évidemment, je consolide l'ensemble. Il y a un vrai sujet sur concernant les moyens techniques alloués à la fonction compliance et FCC ou lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Slash gel des avoirs, hein, sont deux thématiques qui se complètent, différentes, qui se complètent. Et donc, bien évidemment, le sujet allocation des moyens techniques et humains est un sujet au cœur de cette préoccupation. Comment? Alors, sur la partie identification de bénéficiaires effectifs, les API avec l'INPI, avec les registres nationaux des bénéficiaires effectifs, ça, c'est très bien, mais ça n'exclut pas le fait, et je parle sous contrôle de Moustapha, de mettre en place des procédures en interne pour vérifier quand même que tout fonctionne bien et que on a fait les diligences idoines. Ah oui. Sur la Ah oui, data oui. quality, ça rejoint la partie remédiation. Pourquoi est-ce qu'on fait la remédiation? C'est pour améliorer la qualité de la donnée des clients qu'on a dans nos portefeuilles pour pouvoir justement appliquer une vigilance appropriée. Si les données qu'on a concernant le client ne sont pas actualisées, bien évidemment, tout le dispositif de surveillance tombe à l'eau, parce qu'on ne pourra pas le scorer correctement, on ne pourra pas effectuer les diligences correctement. Il y a eu des questions sur la notion de RCA proche PPE. Je pense que les participants ont pu aussi donner des éléments de précision entre eux. Moi, je reviens sur la partie PPE, s'il te plaît. Je pense déjà que la CPR a fait un travail remarquable avec ses dernières lignes directrices sur l'identification des personnes politiquement exposées. Il y a un établissement qui a fait l'objet d'une décision de sanction intéressante, je ne vais pas citer le nom, et qui, à la lecture de sa stratégie de défense, est plutôt appuyé sur la défaillance au niveau des outils. Et là, la réponse de la CPR était très claire. C'est au-delà des outils, il faut définir une stratégie en interne de qui sont pour nous les PPE, proches PPE, slash, enfin, toutes les personnes qu'on va considérer dans ce scope-là, et à donner une liste de personnes politiquement exposées. Enfin, je ne vois pas ce que peut apporter de plus ce nouveau règlement. Alors déjà un élargissement des PPE Okay. connectés. Déjà, bon, d'une part, Petit connecté, d'accord. Les PPE connectés, même si c'est ce que je disais préalablement, même si on les considère comme tels dans nos procédures, il y aura également de nouvelles catégorisations de PPE qui seront mentionnées dans ce règlement. Donc en l'occurrence, pour le périmètre français, les maires et les préfets devront faire normalement leur entrée dans la liste réglementaire des PPE, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Un maire ou un préfet, au titre du R161-18, ne sont pas des PPE. Hein, donc, qui dit PPE dit également mise en place de mesures de vigilance complémentaires et renforcées qu'il faudra déployer. Ensuite, il y a toute la partie contagion PPE. Alors, les outils, certes, ne sont pas du tout une finalité. C'est-à-dire, les outils, c'est uniquement un moyen de pouvoir répondre, parmi d'autres process, d'autres procédures, à une exigence réglementaire. Et tu le dis à juste titre, d'ailleurs, il y a 3 décisions de la commission des sanctions de la CPR qui l'ont répété. Ça n'est pas une finalité en soi d'avoir un outil de détection de PPE. Tout simplement parce qu'il n'existe pas, comme en matière de gel des avoirs, de liste formelle, officielle de PPE. On a des listes de fonctions, mais on n'a pas des listes de personnes. Donc ça n'existe pas. Donc on ne peut pas se baquer uniquement sur des solutions pour répondre à une exigence réglementaire. Là où ce sera un petit peu plus compliqué pour les établissements, ce sera justement sur ces sujets de contagion. C'est assez simple de savoir qui est le fils ou qui est le père d'un PPE. Ça peut être un petit peu plus compliqué, je pense, de pouvoir détecter avec son KYC le cousin germain, le frère ou la sœur d'un PPE. Donc là, il y aura aussi ce sujet de détection qui pourra poser problème si une définition élargie au lien de second degré est établie dans ce règlement.
Voilà, donc c'est un enjeu qui sera significatif. Et derrière, il ne suffit pas uniquement naturellement de détecter le PPE, il y a tout un process de vigilance renforcé et complémentaire qui va se déployer pour ces clients-là. Il faut adapter les seuils de surveillance des opérations, il faut faire les revues plus fréquemment, il faut avoir des KYC qui soient beaucoup plus étayés, notamment au niveau de l'origine de la fortune, l'origine des fonds. Il faut avoir la vigilance au niveau aussi des instances dirigeantes qui doivent valider ce type de relation. Donc ça va aussi alourdir, entre guillemets, peut-être même à juste titre, hein, je ne suis pas du tout là, je reste totalement objectif, hein, je ne donne pas mon opinion purement personnelle sur le sujet, mais factuellement, ça va alourdir les process KYC et CDD des établissements en question. Voilà. Donc, c'est pourquoi je considère que c'est assez impactant. Alors, une question comme ça qui arrive, quelles sont les limitations et des possibilités d'externalisation? Est-ce qu'il y a un sujet sur le volet externalisation? Alors, il y a eu également un sujet là-dessus, un sujet de discussion. Alors, il faudra qu'on voit dans le règlement définitif comment est-ce que ça sera reflété. Mais je pense que niveau français, on était quand même déjà assez strict sur le sujet. C'est l'externalisation dans des pays tiers, notamment des pays tiers à haut risque. Donc, il y aura une limitation là-dessus. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans les établissements français, on ait cet appétit à externaliser certains process KYC dans des pays qui sont listés soit par la Commission européenne, soit par le GAFI, comme ayant des failles significatives dans leur disposition nationale CBFT. Donc il y a ce sujet de discussion également. Hein. Encore une fois, l'objectif n'était pas de faire un inventaire à l'après-vert. Il y a d'autres éléments, dont l'externalisation, qui vont être entre guillemets problématiques ou du moins impactants pour les établissements financiers. Idem pour les logiques, le périmètre déclaratif, de la déclaration de soupçon qui sera étendue potentiellement, donc avec l'article 51.1, notamment l'amendement à l'article 51.1 du Parlement européen. Des mesures de vigilance également pour ce qu'on appelle high net worth individual, donc la clientèle banque privée, où il y a également des propositions d'amendements qui ont été formalisées par le Parlement européen, notamment avec son article 36A dans ces propositions d'amendement. Donc, moi je suis totalement join up. Hein, si vous souhaitez, je peux vous donner, on pourra donner en parallèle une dizaine ou une quinzaine de points significativement impactants qu'on a pu identifier, mais on aura une vision définitive qu'après le trilogue en fait. Et je pense que ça joindra une question suivante, c'est aujourd'hui il y a des discussions qui sont faites en tripartite entre la Commission, entre le Conseil et puis entre le Parlement, et il y a potentiellement certains de ces amendements qui vont finir entre guillemets par sauter et qui ne seront pas retenus dans les versions définitives. Mais en tout cas, c'est ce sur quoi il faut avoir une attention particulière, c'est quand même quelques sujets que j'ai pu évoquer, et encore une fois, on pourra largement communiquer d'autres points impactants qu'on a pu dégager dans ce règlement et les versions du Conseil et du Parlement qui ont été communiquées au cours de l'année 2023. Alors, on avait une autre question, c'est concrètement, en quoi cela donnerait-il aux superviseurs et aux autorités, et en définitive au GAFI, l'assurance d'une réponse plus efficace à la criminalité financière et aux enjeux de l'utilisation des systèmes financiers à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et je rajouterais, dans une époque où on a l'impression quand même de gérer les conséquences, hein, on n'est pas encore dans de la réelle anticipation. C'est quand on voit qu'il y a des schémas de blanchiment ou des scandales qu'on commence à agir. Donc comment est-ce que ce règlement-là, comment est-ce qu'il a été réfléchi dans son processus? Comment est-ce qu'on va être beaucoup plus efficace qu'avant? Alors, ça, je pense que l'avenir nous le dira si c'est vraiment efficace. En tout cas, j'allais dire la volonté exprimée assez explicite, c'est de se dire, on va essayer d'améliorer les dispositifs nationaux de certains pays qui sont mauvais élèves au sein de l'Union européenne. Et c'est un peu le maillon faible hein, quand on prend une chaîne. C'est-à-dire que s'il y a un maillon faible dans la chaîne, c'est toute la chaîne qui peut se casser. Aujourd'hui, on a la Croatie, la Bulgarie dans la liste grise du GAFI, hein, parce qu'encore une fois, ce sont les seuls qui ont été ajoutés, mais ce ne sont pas forcément les seuls qui ont certaines failles au niveau de leur dispositif national. Pouvoir homogénéiser tout ça au plus haut standard permettra justement de limiter, j'allais dire, ces défaillances qu'on a pu observer en pratique au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire ce paquet LCBFT a été en réaction à des scandales quand même significatifs qui sont venus
infecté entre guillemets l'Union européenne. La Danske Bank, qui est quand même une banque danoise avec sa filiale estonienne, c'était l'Union européenne. Ça a contaminé ensuite l'ensemble entre guillemets de l'Union. Et qui a détecté tout ça? Ça s'est fait au niveau surtout US, au niveau des US, sur un scandale européen que ça a été détecté. Donc il y avait des trous dans la raquette. Donc on s'est dit, la Danske Bank avec un cas pratique, on a réussi à détecter quelles étaient les failles, on va essayer de travailler dessus. Je pense que le règlement, c'est une bonne solution, théorique. Ensuite, est-ce qu'en pratique, ça va bien suivre? Ça, seul l'avenir nous le dira. Je pense que la volonté et puis l'approche qui est défendue au niveau des instances européennes fait sens. Pour pouvoir avoir une homogénéisation, pour pouvoir s'assurer qu'au niveau de l'Union, on ait quelque chose qui soit similaire et pas de concurrence déloyale entre guillemets d'un pays à l'autre au niveau de la LCBFT, plutôt que de passer par des logiques de directives, il faut passer par des logiques de règlement. Et ça fonctionne plutôt bien en matière de sanctions, entre guillemets. Donc on va essayer de transposer ça avec... Bon, c'est le mauvais terme, transposer. On va essayer d'appliquer ça avec une logique maintenant de règlement et on va mettre à la tête de tout ça une autorité qui ne sera pas une autorité nationale qui pourrait être en situation de conflit d'intérêts avec les propres intérêts nationaux. On va mettre une autorité supranationale européenne qui aura vocation à superviser tout ça et à s'assurer que l'homogénéisation fonctionne correctement. Ok, espérons. En tout cas, moi, dans mon métier, honnêtement, je rencontre beaucoup de directeurs généraux et de responsables de la conformité qui sont de bonne volonté et qui veulent mettre en place des dispositifs, mais qui voient la superposition des couches de réglementation et un niveau d'exigence qui est de plus en plus fort et qui me disent on va plus faire du business, on va plus faire la banque comme on le faisait avant, pas avec une volonté forcément de se soustraire aux obligations réglementaires, mais d'abord de compréhension de où vont tous ces textes-là. J'espère effectivement que tout cela est bien réfléchi et va dans le bon sens. Si on regarde les axes d'évaluation SREP, le premier point de contrôle, c'est quand même le modèle d'affaires, c'est quand même l'activité, le business. Comment est-ce que l'activité de la banque se développe pour assurer d'abord sa pérennité. Ensuite, en deuxième axe, on a la gouvernance et la gestion des risques. Et dans la gestion des risques, on a tout le volet lutte anti-blanchiment, risque opérationnel et tous les autres risques. Après, bien évidemment, on a le troisième qui est le volet allocation des fonds propres et la liquidité. Mais il y a quand même cette préoccupation au niveau du business model. Et je vois l'implication, l'investissement des dirigeants effectifs, des compliance officers, des gestionnaires des risques. Et quand je vois en face toutes ces réglementations, je peux comprendre parfois le désarroi. Et parce que c'est quand même assez compliqué. Alors, à la fois pour les grands établissements et pour les petits, en termes de ressources, en termes de réorganisation. À peine on a fini la revue d'une politique ou d'une procédure, qu'un autre règlement est arrivé, qu'on doit entamer. Et puis, il faut pas oublier la conduite du changement, l'implémentation dans les outils. C'est quand même un travail qui devient de plus en plus récurrent, permanent. On a l'impression, au niveau des fonctions conformité, qu'on est en chantier permanent. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est le cas. C'est le cas. C'est-à-dire, quand on parlait tout à l'heure d'inflation réglementaire, c'est le cas. C'est-à-dire, et j'ai pas du tout envie d'être défaitiste, mais c'est aussi, on va se le dire clairement dans notre quotidien, c'est aussi ce qui est passionnant, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter. C'est-à-dire, on est en continuelle reconsidération de notre dispositif, de notre réglementation, parce que comme tu le disais à juste titre, la réglementation en matière d'LCBFT est une résultante, on va dire, la mise à jour des réglementations est une résultante du risque qu'on a observé. Donc, on a eu les cryptos ont posé un risque, on a légiféré sur les cryptos. Demain, ça sera autre chose. Donc, il faut pouvoir gérer le risque de blanchiment de capitaux aussi parce que, tout simplement, les criminels sont aussi totalement inventifs. Ils connaissent très bien la réglementation, donc ils essaient d'inventer des nouveaux schémas et des nouvelles typologies pour pouvoir contourner les règles. Donc, ça sera systématique. Ça, on va toujours le voir. Ensuite,
à juste titre, hein, tu parles de la lourdeur du process, mais ça peut être aussi une lourdeur qui est nécessaire. En France, on est quand même bien loti, entre guillemets, encore une fois, parce qu'on a une réglementation qui est aboutie. Donc, le GAFI a applaudi, même si bon, faut pas penser qu'on est 100% toujours tout clean. Il y a également des zones d'ombre, hein, des failles qui peuvent exister aussi dans le dispositif national français. Chaque pays a ses failles plus ou moins significatives. Mais on est assez bien loti, contrairement à d'autres pays où il y a réellement un besoin, avec ce règlement-là, j'allais dire, de renforcer le dispositif national. Et si on prend l'exemple de Pilatus Banque que j'évoquais tout à l'heure, ce sujet d'LCBFT, ce manque de gouvernance, ce manque de dispositif efficient d'un point de vue LCBFT a conduit à la mort de la banque en question. Pilatus n'existe plus. La BCE lui a retiré sa licence, la banque n'existe plus. Donc il y a également ce revers de la médaille. On peut dire que c'est lourd, mais que c'est quand même nécessaire également. Finance, 4 milliards 5. Ce que je rajouterais aussi, c'est que la multiplication de ces textes-là représente en tant que tel un risque aussi. Puisqu'à partir du moment où on a énormément de textes qui parfois ne sont pas très clairs, eh bien, chacun va vouloir, encore une fois, avec la meilleure volonté du monde, les appliquer, les déployer, mais avec une compréhension peut-être parcellaire. Et donc, c'est là où on se retrouve dans une situation à risque. Si on avait un socle réglementaire très clair, avec des règles qui sont clairement définies, je pense que ça permettrait aussi aux assujettis de les appliquer une bonne fois pour toutes et de manière efficace. C'est le fait qu'il y ait plusieurs textes, plusieurs interprétations à différentes périodes de manière récurrente qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi compliqué pour les assujettis et je les comprends parfaitement. Alors, bien sûr. Oui, je te propose, comme l'heure tourne, et c'est passionnant, et d'un paquet AML 2024, on peut aller vers une discussion aussi de fond sur ces sujets-là. Je te propose qu'au travers de la réponse à la 4e question, on complète davantage le contenu. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? 2024, c'est demain. Qu'est-ce qui est mandatory pour demain, pour 2024, pour 2025, pour 2026? Quel est le calendrier qui est prévu? Alors le calendrier bouge pas mal, hein. C'est-à-dire le calendrier, il dépend des discussions et des avancements qui se font au niveau des institutions européennes. Alors ce qu'il faut garder en tête, c'est que là pour le coup ça avance vite. Voilà. On est en trilogue. C'était l'étape qui était attendue. On est en trilogue, c'est-à-dire que la Commission, le Conseil et le Parlement sont en train de négocier sur les textes définitifs. Les textes définitifs, à mon sens, devraient être publiés pour le premier trimestre 2024. Voilà. Premier trimestre 2024, c'est ce qui est dit. Je pense que d'ailleurs, ça a d'ailleurs également été précisé lors de la dernière conférence annuelle de la CPR. On avait déjà la news, hein, mais je pense que d'ici février-mars 2024, on aura une adoption des textes définitifs. Alors, par ordre d'importance, le premier qu'il faudra finaliser, c'est déjà celui qui instituera l'AMLA. Parce que l'AMLA a vocation déjà à être instituée. On ne sait pas encore où sera située l'AMLA, donc il y a 8 villes qui sont candidates, hein, la France. Si on veut être chauvin, naturellement, on dira Paris. Et d'ailleurs, la France a totalement ses chances, hein. On ne reviendra pas sur les raisons qui placent la France en haut de liste, hein. Bon, elle accueille le GAFI, elle a été très bien notée par le GAFI lors de la dernière évaluation mutuelle, et puis surtout, on a l'EBA à la Défense, qui aura vocation justement potentiellement à déplacer une partie de ses missions à cette nouvelle autorité. Voilà, donc Paris s'est porté candidate auprès de 7 autres villes européennes. On n'est pas encore sûr d'où elle se situera. En tout cas, il y a un concurrent en moins, c'est le Luxembourg qui s'est retiré de la course. Voilà. Donc ça, on verra où se situera le siège. Ensuite, au niveau des autres textes, c'est en cours de discussion, c'est-à-dire certainement avant février-mars 2024, clôture des négociations, hein, surtout au niveau de la mandature actuelle, c'est ce qui est recherché. Et ensuite, la mise en place se fera progressivement. Naturellement, c'est pas parce que le texte définitif sera adopté en 2024 que la mise en application par les établissements assujettis sera pour 2024. On se dit quoi? On se dit 2023-2024, bon maintenant plutôt 2024, mise en place de l'AMLA. 2025, le process de sélection des entités par l'AMLA, sous supervision directe. Début de la supervision 2026, et enfin, mise en application des textes définitifs, donc avec le règlement
qui impactera le plus les établissements assujettis pour 2026. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire qu'en 2026, il faudra que l'ensemble des établissements assujettis au niveau européen, encore une fois, je ne maintiens pas uniquement la partie franco-française, devront en 2026 donc être respectueuses de l'ensemble de ces dispositions. Il y aura un gros travail qui devra être fait entre la publication en 2024, naturellement, et puis l'entrée en application en 2026. Donc, les établissements auront 2 ans, si on veut, 2-3 ans, on verra, pour se préparer et puis mettre à jour leur process, leurs procédures, leurs dispositifs pour s'assurer bien que qu'en 2026, au moment où les textes entreront en vigueur, on soit bien respectueux de l'ensemble de ces dispositions qui seront encore une fois plus ou moins impactantes selon les établissements considérés et les pays considérés. 5e directive 2018 de mémoire, ça nous fera un écart d'à peu près 8 ans, ce qui est du l'ordre du jamais vu entre 2 textes. C'est ça. Donc, est-ce qu'on aura quelque chose entre-temps? Est-ce qu'il va y avoir des textes intermédiaires? Est-ce que les RTS vont commencer déjà à être publiés par l'AMLA dès 2024, les autres institutions? Alors ça, c'est un bon point parce que naturellement, il faut que l'AMLA travaille sur ces 50 RTS. D'ailleurs, ça commence à être évoqué dans plusieurs réunions de place. Ces RTS et guidance ont vocation à être travaillés au moment où l'AMLA sera instituée. C'est pourquoi l'institution de l'AMLA, c'est que ça reste la priorité. Il faut tout de suite que l'AMLA soit instituée, qu'on ait le staff nécessaire pour qu'elle puisse ensuite travailler sur les RTS, les guidance, pour qu'au moment où le règlement devient effectif, donc au regard des dernières informations, ce qui est prévu, c'est 2026, on est, nous, établissements assujettis, l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir, j'allais dire, appréhender ces dispositions, que ce soit les dispositions dans le règlement ou l'interprétation qu'on retrouvera dans les RTS et dans les guidance qui seront publiés par l'AMLA. Voilà, donc, et une fois ces textes publiés, encore une fois le règlement en vigueur publié, les établissements doivent être réactifs. On a l'impression que 2-3 ans c'est long, 3 ans c'est long, mais ça va très vite quand on parle d'LCBFT. Ça va très vite, on le sait avec la transposition de la 5e. En droit français c'était 2020, on a vite voulu accélérer, j'allais dire, ensuite la mise aux normes de notre dispositif au sein de nos établissements. Donc les établissements, pendant 2 ans, vont devoir être réactifs. 2-3 ans plutôt, être réactif et puis travailler parce qu'il y aura encore une fois certains éléments qui seront fortement impactants. Si on retient l'abaissement du seuil des bénéficiaires effectifs, va falloir revoir évaluer l'impact au sein de toute la clientèle personne morale pour s'assurer que dès décembre 2026 on soit au niveau. Idem pour les PPE, idem pour l'ensemble des dispositions que j'ai pu évoquer partiellement et que je me ferai un plaisir, si nécessaire, de communiquer un petit peu plus en détail au niveau des points d'impact que j'ai pu identifier. Voilà. Claire, très bien. Merci beaucoup, Moustapha. Donc, si on arrive au résumé, à la conclusion ou presque de ce webinaire. Donc, en synthèse, si j'ai bien compris, ce que j'ai retenu, c'est que le paquet comporte 4 textes. Ces 4 textes-là, il y a un texte structurant fondateur qui va être le règlement, l'équivalent des lignes directrices qu'on avait auparavant dans la continuité de la ligne directrice de 5e. Là, on va avoir un règlement qui ne nécessitera pas une directive pour sa transposition. Il sera d'application directe. Il couvrira tous les thèmes de KYC, due diligence, etc. Ensuite, on va avoir une directive qui, elle, va porter plutôt sur le volet supervision. Et donc, forcément, elle va être déployée au niveau local par ordonnance de transposition. Ensuite, on va avoir le texte sur la constitution de l'AMLA, qui, lui, va être adopté en premier, a priori 2024, et qui va instituer l'AMLA, qui, elle, en 2025, va déjà sélectionner l'établissement, la quarantaine d'établissements qui sera sous sa supervision, et il va commencer à publier ses RTS, et les premières investigations auront lieu, a priori, en 2026. Ensuite, on va avoir un 4e texte qui, lui, portera sur les informations qui doivent impérativement accompagner les échanges de flux concernant la partie crypto, les actifs numériques, d'actifs virtuels. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ce texte-là, il est déjà finalisé. Il est déjà finalisé. Celui-ci,
il a été adopté, il rentrera en application en décembre 2024. Donc c'est le premier des 4 textes qui va entrer en sur vigueur. lequel tout le monde s'est mis d'accord, Ok. tout le monde l'a adopté et ça a passé Ok. toutes les étapes au niveau européen. Décembre 2024, d'ailleurs, il a été publié aussi. Hein. Je conseille de le lire. Il est assez intéressant sur la partie justement Ok. élargissement au côté crypto. Décembre 2024, mise en application. Sur la partie règlement, AMLR, est-ce qu'on a une idée de son entrée en vigueur? 2026 potentiellement. 2026 aussi. 2026. Alors, pourquoi je dis potentiellement? Parce que le calendrier, il a été modifié à plusieurs reprises, parce qu'encore une fois, il est fortement dépendant des discussions qui se font au niveau des instances européennes. Ok. Donc aujourd'hui, on sait que ça avance très bien. Le trilogue, qui est l'étape clé dans l'adoption des textes définitifs, a été initié. On pense que d'ici février, ça sera finalisé. Donc premier trimestre, les textes définitifs, plus 3 ans ensuite certainement pour leur adoption. Donc, ça nous ramènera sûrement à fin 2026 pour la mise en application. On a plusieurs points d'impact dans ce texte-là, dont les 3 que nous avons cités, hormis l'AMLA, à savoir la fréquence de revue des dossiers clients, de la mise à jour de dossiers clients, maximum 5 ans, l'identification des bénéficiaires effectifs, aujourd'hui à 25%, demain, avec ce règlement-là, elle pourrait aller jusqu'à 15%, voire 5% pour les clients en risque élevé, ou selon certains critères qui pourront être définis. Et ensuite, on a aussi l'élargissement de la partie contagion ou clients PPE connectés. Et donc là, on a aussi d'autres points d'impact. Mustapha, ce serait bien, si tu peux, si c'est possible, en fonction aussi des sources, d'avoir ces points d'impact-là qu'on pourra publier via l'ABGES sur la page de LinkedIn de l'ABGES, par exemple, ou dans la continuité du webinaire, voici les points d'impact éventuels, hein, si certains sont toujours en négociation, mais au moins qu'on soit plus concret pour avec grand plaisir, les avec grand participants. plaisir, je pourrais vous envoyer ça. Surtout que parce que tout ce qui est confidentiel, naturellement, Oui. je ne peux pas, je ne peux pas communiquer là-dessus. Mais il y a un super document qui a été constitué parce que c'est aussi pour la défense du secteur financier européen par l'autorité bancaire, par l'association, la fédération bancaire européenne, Oui. qui a fait tout une sorte de courrier d'escalade auprès des instances européennes pour contester ou du moins défendre certains points de vue. On y retrouve les éléments que j'ai pu mentionner, mais il y en a également d'autres, un petit peu moins impactants, mais qui donnent quand même une vision assez exhaustive des impacts qui ont pu être détectés et discutés au sein de la place financière, soit via la FBF, parce qu'ensuite on remonte au niveau de la FBE, soit directement au niveau de la FBE avec d'autres associations professionnelles, d'autres pays éventuellement. Donc ça, je pourrais vous le mettre à disposition et c'est très intéressant à lire. Si on peut synthétiser effectivement et avoir quelque chose de très visuel et très synthétique pour les participants. Alors, en attendant, alors j'ai une question. Est-ce qu'il va y avoir un format écrit? Il va y avoir une publication qu'on va faire, celle dont on vient de parler. Par contre, là, il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? En attendant, il y a d'autres sujets réglementaires sur lesquels la l'AGES se propose d'animer des webinaires de ce format-là assez court dans les prochaines semaines ou prochains mois, en tout cas à fréquence régulière. Notamment le prochain, notez-le, il sera porté sur DORA. DORA, encore un sujet qui fait couler aussi beaucoup d'encre, sur la résilience opérationnelle ou la résilience en termes informatiques, sur la gestion des crises. Aujourd'hui, dans une époque où on a le risque informatique avec le risque cyber qui est très accentué. Donc, avec ce webinaire-là, on aura quelques éléments de réponse avec des spécialistes de la FGES qui seront là et qui seront contents de pouvoir partager avec vous leur expérience et leur compréhension du sujet. J'ai des remerciements. On vous remercie aussi pour votre participation. Bien évidemment, sans votre participation, il n'y a pas de webinaire. On se retrouverait en tête à tête avec Mustapha, ce serait intéressant, mais pas aussi intéressant qu'avec vos questions. Mais si vous n'avez pas de questions, Wadia, je te fais un coucou, Wadia. Ça fait plaisir de te retrouver. Et puis tous les participants qu'on connaît bien.
Alors, s'il y a une dernière question, et je trouve que vous n'avez pas challengé Mustapha hein, quand même. Il faut me challenger, il faut me challenger. C'est ce qui est bon. Ok, donc on va communiquer la date pour Dora. Vous inquiétez pas, ce sera fait. Alors, vous l'avez compris, on a cette double casquette à la fois effectivement d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes. Au niveau français, on vise toujours l'excellence, vous l'avez bien compris, mais aussi on porte la deuxième casquette, celle des établissements, et on porte aussi leur voix lorsqu'on peut et à n'importe quelle occasion puisque on essaie de remonter aussi l'information, que ça fait beaucoup de textes, qu'il faut comprendre, et qu'on aimerait bien qu'il y ait aussi cette notion de proportionnalité applicable, en tout cas pour les établissements qui sont dans ces conditions-là. Dora, c'est pour le 6 février, Karim le souligne. Le plafond de déclaration à 10 000 va-t-il évoluer? Plafond de déclaration de 10 000. Je suppose que vous parlez Alors, des... Oui. Ouais, je pense que c'est peut-être sur les paiements en espèces, parce Oui, qu'il y a oui, eu sur les certains sujets COSI, sur les COSI, sur les versements et retraits en espèces. Alors, Oui, il y a eu un amendement qui a été proposé par le Parlement européen et potentiellement, oui, on partirait plutôt sur 7 000, sur 7000, d'accord. 7 000 euros Ok. Il y a aussi d'autres seuils, hein, les sur les établissements qui paiements en font de la espèces. transmission de fonds ont un seuil à 1000 euros pour les opérations en cash unitaires et 2000 euros pour les opérations cumulées sur un mois, sur 30 jours. Donc là, les 10 000, c'est le seuil de déclaration systématique, la déclaration objective à ne pas confondre avec la déclaration de soupçon, bien qu'il soit super intéressant et nécessaire de les étudier aussi. Vous imaginez bien que lorsque des opérations sont communiquées à la CRF, il convient à minima que l'établissement les ait regardées. Bien, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Merci encore 1000 fois pour votre participation. Ça va couper dans quelques secondes. Merci à tous. Merci 1000 fois Merci pour beaucoup. votre participation. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Portez-vous bien.